Bonjour et bienvenue pour ce troisième cours Introduction au système immunitaire, les acteurs de la réponse immunitaire adaptative. Le système immunitaire adaptatif constitue un mécanisme de défense propre aux vertébrés. Une pression de sélection s'est exercée dans un passé lointain chez ce groupe d'animaux, conduisant à l'élaboration d'un système immunitaire sophistiqué ayant deux propriétés: la spécificité et la mémoire. La spécificité est le fait que ce système immunitaire adaptatif est capable de reconnaître et de distinguer un très grand nombre d'agents infectieux et d'activer des mécanismes effecteurs extrêmement spécifiques. Alors que l'immunité innée est capable de discriminer entre différentes classes de micro-organismes, par exemple monter une réponse différente face à une infection bactérienne ou virale, le système immunitaire adaptatif est capable de distinguer deux souches très proches d'un même virus. La deuxième caractéristique de la réponse immunitaire adaptative est la mémoire. Le système immunitaire adaptatif garde une mémoire à long terme des interactions que le corps humain a expérimentées dans le passé avec les agents infectieux. Ainsi, attraper la varicelle dans son enfance vous protège d'infections futures par ce même virus. La mémoire immunologique est à la base de la vaccination. Le système immunitaire adaptatif se compose de cellules qu'on appelle les lymphocytes B et T, de molécules, notamment les anticorps, qui sont produits par les lymphocytes B. L'immunité adaptative met aussi en jeu des organes disséminés dans le corps qu'on appelle organes lymphoïdes. Vous en avez un ici, un nœud lymphatique. Dans les organes lymphoïdes, les lymphocytes sont produits, mûrissent et effectuent certaines fonctions. Vous voyez ici l'exemple d'un nœud lymphatique ou ganglion lymphatique, un organe lymphoïde où se met en place la réponse immunitaire adaptative. Décrivons succinctement les lymphocytes B et T. Les lymphocytes B, que vous voyez ici, possèdent à leur surface un récepteur qu'on appelle le BCR, pour B-cell receptor, ou en français, récepteur des cellules B. Il s'agit en fait d'un anticorps membranaire. On utilisera parfois le terme immunoglobuline pour anticorps et vice-versa. Vous retrouvez ici la forme caractéristique de l'anticorps en Y, avec aux extrémités des régions particulières, variables, capables de lier l'antigène. On définit en immunologie par antigène des éléments reconnus par le système immunitaire. Il peut s'agir de protéines, de sucres ou d'autres molécules. Ces antigènes peuvent appartenir au non-soi, les pathogènes, ou au soi, l'hôte. On notera que l'anticorps est une molécule symétrique, formée de deux chaînes légères, la chaîne légère est vue en ocre clair, et de deux chaînes longues. Ainsi, les régions impliquées dans la reconnaissance de l'antigène sont identiques. Bien qu'un lymphocyte B exprime à sa surface un très grand nombre de BCR, ils sont tous identiques, ayant la même spécificité de reconnaissance antigénique. Nous possédons dans notre corps un très grand nombre de lymphocytes B ayant des spécificités antigéniques différentes, le répertoire des cellules B. Un lymphocyte B est dit naïf quand il n'a pas encore été activé, c'est-à-dire quand il n'a pas encore reconnu un antigène. Il exprime à sa surface le BCR. Lorsque le lymphocyte B est activé par la présence d'un antigène particulier, il se divise et se différencie en cellules sécrétrices d'anticorps qu'on appelle les plasmocytes. Les lymphocytes T, eux, possèdent un récepteur à l'antigène membranaire appelé TCR ou récepteur des cellules T. Ce récepteur est formé de deux chaînes, alpha et bêta, et possède un seul site de fixation à l'antigène. À la différence des lymphocytes B, les lymphocytes T conservent en permanence le TCR à la membrane. Comme pour les lymphocytes B, nous possédons aussi, dans notre corps, un vaste répertoire de cellules T ayant chacune à leur surface un récepteur capable de reconnaître un antigène spécifique. L'existence d'un vaste répertoire de cellules B et T ayant chacun des récepteurs avec des spécificités
différentes soulève deux questions. La première, quels sont les mécanismes qui permettent de générer un tel répertoire aussi vaste? Et deuxièmement, comment se fait-il que ces récepteurs s'activent uniquement contre des éléments étrangers, du non-soi, et non contre des protéines du soi de l'autre? Qu'est-ce qui confère une tolérance aux antigènes du soi? La réponse à la première question est qu'il existe chez les mammifères un mécanisme tout à fait particulier qui permet de générer les récepteurs B et T. Ce processus est la recombinaison somatique qui met en jeu des réarrangements chromosomiques au niveau de l'ADN. Ainsi, les gènes qui codent les récepteurs des cellules B ou des cellules T ont une organisation tout à fait particulière. Nous prendrons pour exemple le gène qui code la chaîne légère d'une immunoglobuline. Cette chaîne légère, comme vous le voyez ici, est composée d'une région constante en bleu et d'une région variable, qui est différente d'un anticorps à l'autre et qui contribue au site de fixation à l'antigène. En fait, ces régions variables sont produites par réarrangement somatique, un processus tout à fait spectaculaire et unique qui se produit dans les cellules B lorsqu'elles maturent dans la moelle osseuse. Alors qu'il existe un seul exon codant pour la région constante, le gène codant pour la chaîne légère du BCR est morcelé en une multitude d'exons que l'on voit ici, codant pour la région variable. On trouve ainsi disposés côte à côte des exons codant pour le domaine V et pour le domaine J. Un processus aléatoire va induire un réarrangement qui va rabouter un segment V avec un segment J au hasard, en éliminant l'ADN intermédiaire. Donc ici, le segment V39 est rabouté au segment J5. Comme il existe un grand nombre de régions V et de régions J, un tel processus peut en principe produire un grand nombre de protéines différentes. Le même processus se produira pour la chaîne lourde. Comme un anticorps est composé d'une chaîne lourde et d'une chaîne légère particulière, un tel processus génère une grande diversité d'anticorps. D'autres mécanismes que nous verrons ultérieurement augmentent encore la diversité. Ainsi, le corps humain pourrait, en théorie, produire autour de 10 puissance 10 immunoglobulines différentes, un répertoire gigantesque. Un processus très similaire se produit pour générer les chaînes alpha et bêta du TCR. Ainsi, une organisation particulière des gènes codant les BCR et les TCR et un processus particulier, la recombinaison somatique, expliquent la capacité du corps à produire un nombre quasi illimité de récepteurs à l'antigène. Abordons maintenant la deuxième question. Quels sont les mécanismes qui empêchent d'activer une réponse immunitaire contre des antigènes du soi? En effet, nous venons de voir que ces récepteurs sont produits de manière aléatoire. Ainsi, ce processus produit des récepteurs TCR et BCR capables de reconnaître des antigènes du non-soi, ce qui est bien, mais aussi du soi. Et ces derniers sont capables de déclencher des maladies auto-immunes. La réponse à cette deuxième question est qu'il existe un mécanisme qui élimine les cellules B et T autoréactifs, c'est-à-dire qui reconnaissent des antigènes du soi et qui sont donc susceptibles de créer des maladies auto-immunes. Les cellules B et T, lorsqu'elles se différencient dans la moelle osseuse ou dans le thymus, sont testées pour la réactivité au soi. Les lymphocytes T et B, qui ont des récepteurs capables de reconnaître des antigènes du soi, vont soit être éliminés par apoptose, un processus de mort cellulaire programmée, ou désactivés. Ce mécanisme permet de produire un large répertoire de cellules B et T avec des récepteurs dirigés contre les antigènes du non-soi. Les lymphocytes B et T n'ont pas la même fonction. Les lymphocytes B sont impliqués dans la production d'anticorps. Ils contribuent à la réponse adaptative humorale qui cible plutôt les pathogènes extracellulaires. Les lymphocytes T sont quant à eux impliqués dans la réponse cellulaire. Les cellules T ont la capacité de reconnaître des cellules infectées par des microbes et de les détruire. Nous verrons que c'est en fait un peu plus compliqué que cela, car les cellules T et B coopèrent. Mais pour l'instant,
il est utile de simplifier. Analysons d'abord la réponse humorale de type B. Vous avez ici un antigène, une protéine d'une bactérie pathogénique, qui est reconnue par un lymphocyte B. Ce signal va activer le lymphocyte B dont le récepteur a la capacité de reconnaître cet antigène. Le lymphocyte B qui reconnaît l'antigène va se diviser. On parle d'expansion clonale. Puis, la plupart de ces lymphocytes, qui expriment le même récepteur que la cellule B initiale, vont se différencier en plasmocytes, des cellules qui vont produire des anticorps. Ainsi, deux processus. L'existence d'une part d'un large répertoire de cellules B ayant des récepteurs BCR avec des spécificités différentes, et d'autre part l'expansion clonale de certains de ces lymphocytes ayant le BCR adéquat, explique que le système immunitaire adaptatif développe une réponse spécifique envers l'agent infectieux. Nous verrons que la fixation de l'antigène n'est pas suffisante pour activer une cellule B, et que d'autres signaux sont nécessaires impliquant les cellules TCD4. Un autre point à souligner est que l'expansion clonale s'accompagne de la formation de cellules B mémoire, qui, du fait de leur longue durée de vie, protégeront l'individu au cours d'infections ultérieures par le même pathogène. Mais comment les anticorps contribuent-ils à la défense de l'autre contre les pathogènes? Revenons d'abord à la structure de l'anticorps que vous voyez ici. L'anticorps est formé de deux chaînes légères et de deux chaînes lourdes identiques, avec chacun une région constante et une région variable. Ces dernières, à l'extrémité du Y, forment le site de fixation à l'antigène. Ainsi, un anticorps comme un IgG possède deux sites de fixation à l'antigène identiques. La région constante de la chaîne lourde, qui forme le tronc du Y, déterminera la fonctionnalité de l'anticorps. On peut distinguer quatre grandes fonctions des anticorps. La première, c'est la neutralisation. L'anticorps se fixe sur une bactérie ou sur une toxine et bloque son activité. Par exemple, un anticorps peut empêcher une bactérie d'interagir avec un récepteur d'une cellule de l'hôte. La deuxième fonction est appelée opsonisation. Dans le cours précédent, nous avions souligné le rôle de la phagocytose dans l'élimination des pathogènes, notamment bactériens. Mais les cellules phagocytaires, comme les macrophages, ne sont pas très efficaces pour reconnaître et phagocyter des bactéries directement. On appelle opsonisation la fixation de facteurs humoraux sur un corps étranger qui facilite la phagocytose. Ainsi, la fixation d'anticorps sur une bactérie fonctionne comme une marque qui indique au macrophage « mange-moi, je suis dangereux » et cette marque va faciliter la phagocytose. En effet, les macrophages possèdent des récepteurs particuliers, les récepteurs FcR, qui ont la capacité de lier la région constante de la chaîne lourde de l'immunoglobuline et d'activer la phagocytose. Une troisième fonction que je ne détaillerai pas des anticorps est l'activation du complément. Enfin, les anticorps peuvent aussi contribuer à l'élimination de parasites qui sont trop importants pour être phagocytés. Vous avez ici un verre qui est couvert d'anticorps. Certaines cellules, comme les éosinophiles, vont, en reconnaissant les anticorps, dégranuler des produits toxiques pour éliminer le verre. On parle de cytotoxicité dépendante des anticorps ou, en anglais, Antibody Dependent Cytotoxicity, ADCC. Venons-en maintenant à l'immunité cellulaire T. Nous avons vu que les cellules T sont impliquées dans la reconnaissance de cellules infectées par des microbes. En effet, les anticorps ne peuvent agir contre des pathogènes intracellulaires. Mais comment les cellules T peuvent-elles reconnaître une cellule du soi infectée? Il nous faut introduire ici un nouveau type de protéines, les protéines du MHC. MHC veut dire Major Histo Incompatibility Complex, ou en français, complexe majeur d'histo-incompatibilité. Ces protéines ont été initialement découvertes pour leur implication dans le rejet de greffe. Du fait de leur polymorphisme, ces protéines sont très diverses d'un humain à un autre et par conséquent contribuent au rejet d'un greffon lors d'une transplantation. Mais la véritable fonction des molécules MHC est de présenter l'antigène à la surface de la cellule. Les facteurs présentés par les MHC sont de petits peptides
issus de la dégradation des protéines cellulaires. Ce système permet d'échantillonner en permanence les cellules en présentant les peptides de la cellule à l'extérieur, les rendant accessibles aux cellules T qui patrouillent. En temps normal, les peptides présentés par les molécules MHC sont des peptides du soi, c'est-à-dire dérivants de protéines de l'hôte, qui ne déclenchent pas de réponse immunitaire. Mais lorsqu'une cellule est infectée par un microbe, disons par exemple un virus, des protéines virales vont être produites en grande quantité. Des peptides virales vont être présentées sur la molécule MHC et sont susceptibles d'être reconnues par une cellule T ayant un TCR capable de reconnaître ce peptide. La présence d'un peptide étranger signale la présence d'un intrus potentiellement dangereux dans cette cellule. Mais nous devons, dès à présent, ajouter un certain niveau de complexité. Les pathogènes intracellulaires colonisent différents compartiments. Le cytoplasme, à l'instar de nombreux virus, ou certaines vésicules, comme les vacuoles. Ainsi, Mycobacterium, l'agent de la tuberculose, persiste à l'intérieur d'une vacuole. Les mécanismes pour éliminer ces deux types de pathogènes, cytoplasmiques ou vacuolaires, ne sont pas les mêmes. Ceci explique en partie pourquoi il existe deux classes de molécules MHC qui échantillonnent les peptides dans différents compartiments et activent différentes cellules T. En simplifiant, on distinguera les molécules MHC classe 1, un ensemble de molécules qui présentent des peptides issus du cytoplasme. Les molécules MHC classe 2, un ensemble de facteurs qui présentent des peptides capturés par phagocytose ou présents à l'intérieur des vacuoles. Ces deux types de MHC vont activer deux classes de cellules T. Les cellules T CD4 qui possèdent le corécepteur CD4 et les cellules T CD8 qui possèdent le corécepteur CD8. Les cellules T CD8 vont reconnaître des peptides présentés par des molécules MHC classe 1. Le corécepteur CD8 se fixe sur un domaine du MHC classe 1, tandis que le TCR, la région de fixation à l'antigène, se fixe sur le peptide présenté par la molécule MHC classe 1. Comme les MHC classe 1 présentent des peptides issus de protéines du cytoplasme, les cellules T CD8 joueront un rôle prédominant dans la réponse antivirale. Les cellules TCD4 sont quant à elles capables de reconnaître des peptides présentés par des molécules MHC classe 2. Le principe est le même, le corécepteur CD4 se lie sur la molécule MHC classe 2, tandis que le TCR, la région de liaison à l'antigène, se fixe sur le peptide présenté par la molécule MHC classe 2. À ce stade, il est important de faire une pause et de souligner ce que nous avons appris. Primo, les cellules T reconnaissent l'antigène par un peptide présenté par une molécule MHC, à la différence des cellules B qui reconnaissent des antigènes natifs et solubles. Secondo, le système MHC permet la présentation d'antigènes de la cellule à l'extérieur, rendant les pathogènes intracellulaires visibles aux cellules T. Tertio, il existe deux types de lymphocytes T, les TCD4 et les TCD8, qui possèdent des corécepteurs distincts et qui reconnaissent l'antigène, un peptide présenté par des molécules MHC classe 2 et classe 1 respectivement. Les TCD4 sont appelés T-helper ou T-auxiliaires, car nous verrons qu'ils agissent via d'autres cellules. Les TCD8 sont appelés cellules T cytotoxiques ou CTL, car ils peuvent détruire les cellules infectées. 4. Le fait que ces MHC échantillonnent les antigènes de différents compartiments cellulaires permettront, nous le verrons plus tard, d'induire une réponse adaptée à l'agresseur. Il est important de souligner que la présentation de l'antigène par le système MHC est impliquée dans plusieurs phases d'une réponse immunitaire adaptative. L'initiation de la réponse immunitaire au niveau de la cellule dendritique, on verra ça plus tard, les interactions entre lymphocytes B et T et les fonctions effectrices des cellules T. Toutes les cellules du corps humain, sauf les globules rouges, possèdent des molécules MHC de classe 1 et sont susceptibles d'interagir avec les TCD8. Par contre, seuls quelques types cellulaires, à savoir les cellules B, les macrophages et les cellules dendritiques, expriment des molécules MHC de classe 2 et sont susceptibles d'interagir avec les TCD4.
Intéressons-nous maintenant aux fonctions effectrices des TCD4 et des TCD8. Les TCD4 sont capables d'activer les macrophages afin de les rendre plus agressifs pour éliminer une bactérie. Vous avez ici un macrophage qui a phagocyté une bactérie pathogène. Mais cette bactérie pathogène va rester dans la vacuole et persister. Vous avez ici une cellule T qui va reconnaître cette cellule infectée par un antigène dérivant de la bactérie qui est présenté par une molécule MHC classe 2. En reconnaissant cet antigène, le TCD4 va envoyer un signal au macrophage pour le rendre plus agressif. Ainsi, la cellule TCD4 aide le macrophage à éliminer l'agent infectieux, d'où son nom de T-helper. Les TCD4, nous le verrons, ont bien d'autres fonctions. Les cellules TCD8 cytotoxiques ont pour mission d'éliminer les cellules infectées en les détruisant. Vous avez ici une cellule infectée par un virus. Les protéines virales sont présentées sur les molécules MHC classe 1. Une cellule T initialement activée va reconnaître ces peptides comme un signal de danger et va tuer la cellule en relarguant des granules toxiques. Pour terminer, nous décrirons succinctement le cycle de maturation des lymphocytes B et T. Les cellules souches des lymphocytes B et T sont présentes dans la moelle osseuse de certains os longs. Les cellules souches se divisent, donnent naissance à d'autres cellules souches et à des cellules qui vont se différencier en lymphocytes B ou T. Les cellules B vont se différencier dans la moelle osseuse et produire par recombinaison somatique leur BCR. Le précurseur des cellules T vont quitter la moelle osseuse pour rejoindre le thymus, où le TCR sera produit par recombinaison somatique. La moelle osseuse et le thymus sont appelés organes lymphoïdes primaires car c'est le lieu de production des lymphocytes B et T. Une fois que ces lymphocytes sont matures, c'est-à-dire qu'ils expriment à leur surface un récepteur, ces lymphocytes B et T vont circuler dans le sang et rejoindre les organes lymphoïdes secondaires. Il s'agit des nœuds lymphatiques, de la rate et des tissus lymphoïdes en contact avec les muqueuses, notamment l'intestin. Ces lymphocytes B et T circulent en permanence et seront le cas échéant activés par la présence d'un antigène étranger, ce que nous discuterons dans la prochaine vidéo. Il est grand temps maintenant de résumer ce que nous avons appris. Ainsi, dans ce cours, nous avons montré que la réponse immunitaire adaptative implique un large répertoire de cellules ayant des récepteurs spécifiques de l'antigène, les lymphocytes B et T. Les répertoires des cellules B et T sont produits dans les organes lymphoïdes primaires, la moelle osseuse et le thymus, par un processus qui implique la recombinaison somatique au niveau de l'ADN. Nous avons vu que les lymphocytes B produisent des anticorps qui contribuent à l'immunité humorale qui est efficace contre les pathogènes extracellulaires. Nous avons vu que les lymphocytes T contribuent à l'immunité cellulaire qui élimine les microbes à l'intérieur des cellules. Ils sont capables de reconnaître les cellules infectées par des molécules présentatrices d'antigènes, les molécules MHC. Les cellules TCD4, encore appelées T-helper, sont capables de reconnaître l'antigène présenté par des molécules MHC de classe 2. Ces cellules peuvent activer les macrophages, les rendant plus agressifs. Les cellules TCD8 sont capables de reconnaître l'antigène présenté par des molécules MHC de classe 1. Les TCD8, ou encore appelés CTL pour cellules cytotoxiques, détruisent les cellules infectées par des virus en relarguant des granules toxiques. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous tentons, au cours de cette introduction, de résumer la réponse immunitaire en 4 petites vidéos, ce qui est impossible. Si vous comprenez ce que je dis, formidable. Si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas. La logique du système immunitaire deviendra plus claire dans la suite du cours.